Le pouvoir qui permet à Élise de soumettre 6 chevaux sauvages à sa volonté silencieuse glace le sang des villageois terrorisés. Lorsque la rivière déchaînée emprisonnera des enfants dans ses eaux mortelles, ce même don qu'il a muré dans le silence deviendra leur unique espoir de survie. Le village de Saint-Martin-sur-Loire-Hesse éveillait lentement dans la brume matinale, ce petit coin paisible du sud de la France, encore enveloppé dans la douceur de l'aube. Les ruelles pavées et les maisons de pierre séculaires portaient en elles l'histoire d'un lieu préservé du tumulte du monde moderne. C'est dans ce silence à peine troublé par le chant des oiseaux qu'elle apparaissait, comme chaque matin, telle une vision sortie d'un autre temps. Élise Beaumont, 13 ans, traversait la place du village, sa silhouette mince se découpant dans la lumière naissante. Ses longs cheveux châtains flottaient librement dans son dos, et son regard, d'un bleu si profond qu'il semblait contenir un océan de secrets, fixait un point invisible à l'horizon. Mais ce N n'était pas sa présence solitaire qui faisait se retourner les rares villageois déjà éveillés, c'était son escorte. 6 chevaux la suivaient, sans harnais, sans bride, sans aucune contrainte visible. Ils marchaient derrière elle comme des ombres fidèles, majestueuses créatures dont les sabots résonnaient sur les pavés anciens avec une délicatesse surprenante. Un étalon noir comme la nuit, une jument alezane au pelage flamboyant, un appaloosa aux taches caractéristiques, un palomino doré comme le soleil et 2 arabes gris dont la robe semblait presque argentée dans la lumière de l'aube. « La voilà encore, avec ses bêtes », murmura Madame Rousseau depuis la fenêtre de sa boulangerie, pétrissant machinalement sa pâte tout en observant ce cortège inhabituel. « Cet enfant me donne des frissons. » Monsieur Lefebvre, qui venait chercher son pain quotidien, hocha la tête. Depuis la tragédie, elle n'a plus prononcé un mot, pas un seul, et ces chevaux qui la suivent partout. Ce n'est pas naturel. Pauvre petite, soupira la boulangère, perdre ses parents de cette façon. Le drame qui avait frappé la famille Beaumont 3 ans auparavant restait gravé dans la mémoire collective du village. Un terrible accident sur la route sinueuse menant à Lyon, la voiture plongée dans le ravin, les parents des Élise, Antoine et Marie Beaumont, morts sur le coup. Et la petite, miraculeusement épargnée, retrouvée inconsciente mais vivante, entourée par des chevaux sauvages qui s'étaient approchés du lieu de l'accident et semblaient monter la garde autour d'elle. Depuis ce jour, Élise vivait avec sa grand-mère, Mathilde Beaumont, dans l'ancienne ferme familiale à la lisière du village. Et depuis ce jour, elle n'avait plus prononcé un seul mot, s'enfermant dans un mutisme que ni les médecins, ni les psychologues, ni l'amour patient de sa grand-mère n'avaient pu briser. Et puis, il y avait les chevaux. Personne ne savait vraiment d'où ils venaient. Certains disaient qu'ils étaient descendus des collines après l'accident, d'autres qu'ils étaient échappés d'un haras voisin. Mais tous s'accordaient sur un point. Depuis le drame, ces 6 créatures suivaient Élise partout, comme liées à elle par un fil invisible. La jeune fille traversa la place, indifférente aux regards et aux murmures. Son visage restait impassible, comme sculpté dans la pierre, mais ses yeux semblaient porter le poids d'un monde que personne d'autre ne pouvait voir. Au coin de la rue, le docteur Lambert observait la scène depuis sa fenêtre, une tasse de café à la main. Contrairement aux autres villageois, son regard ne portait ni crainte ni superstition, mais une curiosité scientifique mêlée d'inquiétude. Encore en train d'observer la petite Beaumont, « Chérie ?» demanda sa femme, Charlotte, en passant derrière lui pour déposer un baiser sur sa joue. « Il y a quelque chose chez cet enfant, Charlotte, » répondit-il sans détacher son regard d'Élise qui s'éloignait maintenant vers le chemin menant aux collines. « Quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. »« Tu as toujours aimé les mystères, » sourit-elle doucement. « Ce n'est pas juste un mystère, ces chevaux, la façon dont ils la suivent, dont ils réagissent à sa présence. » J'ai lu des études sur la communication non verbale avec les animaux, mais ce que fait cette petite dépasse tout ce que j'ai pu voir.
Charlotte jeta un coup d'œil par la fenêtre, apercevant la silhouette d'Élise qui disparaissait maintenant au détour du chemin, son cortège équin toujours fidèlement derrière elle. « Où crois-tu qu'elle les emmène chaque matin ?» Le médecin secoua la tête. « Je ne sais pas. Personne ne le sait. » Sa grand-mère dit qu'elle revient toujours avant midi, mais elle refuse de dire où sa petite fille passe ses matinées. « Tu penses qu'elle est en danger ?»« Non, » répondit-il après un moment de réflexion. « Non, je ne le pense pas. Ses chevaux, ils la protègent, d'une certaine façon. » C'est comme s'ils avaient formé une sorte de famille autour d'elle pour remplacer celle qu'elle a perdue. À l'autre bout du village, Élise suivait maintenant un sentier escarpé qui serpentait entre les pins et les chênes. Les 6 chevaux la suivaient toujours, leurs mouvements parfaitement synchronisés avec les siens, comme s'ils partageaient une seule conscience. Le soleil commençait à percer la brume, réchauffant doucement la fraîcheur matinale. À mesure qu'elle s'éloignait du village, quelque chose changeait dans son attitude. Ses épaules, jusque-là rigides, se détendaient légèrement. Son pas devenait plus léger, presque dansant. Et bien que son visage restât impassible, une étincelle s'allumait dans son regard, une étincelle de vie que les villageois ne voyaient jamais. Le sentier qu'empruntait Élise élevait progressivement, éloignant du village pour serpenter entre les collines verdoyantes de la campagne française. À mesure que les dernières maisons disparaissaient derrière elle, quelque chose dans son attitude changeait subtilement. Ses pas se faisaient plus légers, presque dansants, comme si elle se libérait d'un poids invisible. Les talons noirs, que les villageois avaient surnommés l'ombre, bien qu'Élise seule connût son véritable nom, s'avança pour marcher à ses côtés. Sans hésitation, la jeune fille posa sa main sur son encolure puissante, ses doigts s'enfonçant dans la crinière soyeuse. Un soupir échappa de ses lèvres, le seul son qu'elle semblait capable de produire depuis 3 ans. Après 30 minutes de marche, le sentier élargit pour déboucher sur une clairière cachée. Était un lieu magique, comme préservé du monde extérieur. Une petite cascade déversait ses eaux cristallines dans un étang entouré de fleurs sauvages. Les rayons du soleil matinal filtraient à travers les branches des arbres centenaires, créant des motifs dansants sur l'herbe verte. Élise s'arrêta au centre de la clairière. Les 6 chevaux formèrent naturellement un cercle autour d'elle. La jeune fille ferma les yeux et tendit les mains devant elle, paumes ouvertes. Pour quiconque aurait observé cette scène, ce qui se passa ensuite aurait défié toute explication rationnelle. Les chevaux s'avancèrent simultanément, touchant ses paumes de leurs naseaux veloutés. Une communication silencieuse semblait s'établir, un langage fait non de mots, mais d'émotions, d'images et de sensations partagées. Le visage d'Élise s'anima soudain. Ses traits, habituellement figés dans une expression distante, s'illuminèrent. Un sourire si rare qu'il en était presque miraculeux se dessina sur ses lèvres. Et bien qu'aucun son ne franchît sa gorge, ses yeux parlaient. Ils parlaient d'une connexion profonde, d'une compréhension mutuelle qui transcendait les barrières entre espèces. « Je savais que je te trouverais ici. » La voix brisa le silence sacré de la clairière. Élise sursauta, son corps se raidissant instantanément. Les chevaux réagirent à sa tension, les talons noirs se plaçant instinctivement entre elle et l'intrus. Mais ce N n'était pas vraiment un intrus. Lucas Moreau, 15 ans, petit-fils du vieux berger du village, se tenait à la lisière de la clairière. Ses yeux verts, pétillants de curiosité, observèrent la scène avec un mélange de fascination et de respect. « N'aie pas peur, dit-il doucement, en levant les mains en signe de paix. Je ne dirai rien aux autres. » Les chevaux s'agitaient, percevant la nervosité d'Élise. Elle et talons noirs piaffaient, prête à charger si nécessaire. Lucas resta immobile, conscient du danger. « Je t'observe depuis des semaines, continua-t-il calmement. Je voulais comprendre où tu allais chaque matin. Mon grand-père dit que tu as un don.
Il dit que certaines personnes naissent avec la capacité de parler aux animaux sans utiliser de mots. Élise le fixait, son regard méfiant comme celui d'un animal sauvage prêt à fuir. Ses mains tremblaient légèrement. « Je t'ai apporté quelque chose », ajouta Lucas en sortant lentement un petit paquet de sa poche. « Mon grand-père m'a donné ça pour toi. » Avec des gestes délibérément lents, il déposa le paquet sur une pierre plate à quelques mètres de Élise, puis recula de plusieurs pas. Le paquet, enveloppé dans un morceau de tissu usé, semblait ancien et précieux. C'est un talisman, selon lui. Il appartenait à sa grand-mère, qui avait aussi un lien spécial avec les animaux. Il a dit que tu saurais quoi en faire. Élise regarda le paquet, puis Lucas, indécise. La jument Alzane s'approcha d'elle et hennit doucement, comme pour lui donner son avis sur la situation. La palousa tachetée fit quelques pas vers le paquet, reniflant l'air avec curiosité. Après un long moment d'hésitation, Élise fit un geste presque imperceptible. L'étalon noir s'écarta, lui ouvrant un passage vers le paquet mystérieux. La jeune fille s'avança avec précaution, ses mouvements aussi fluides que ceux d'un cerf en forêt. Elle ramassa le tissu, le déplia délicatement. À l'intérieur se trouvait un pendentif en argent terni par le temps. La forme représentait un cheval cabré entouré d'un cercle de symboles étranges, anciens, que ni Élise ni Lucas ne pouvaient déchiffrer. Le grand-père dit que ça vient d'une époque où les hommes et les animaux parlaient le même langage, expliqua Lucas sans s'approcher davantage. Avant que nous n'oublions comment écouter. Les doigts d'Élise caressèrent le pendentif. Quelque chose dans cet objet résonnait en elle, comme si le métal ancien vibrait en harmonie avec son propre cœur. Elle leva les yeux vers Lucas, et pour la première fois, son regard n'était pas empli de méfiance, mais de questions. « Je sais que tu ne parles pas, » dit Lucas, avec un haussement d'épaules. « Ça ne fait rien. Parfois, les mots ne sont que du bruit. » Un hennissement doux attira l'attention de Élise. Le palomino doré S était approché de Lucas et le reniflait avec curiosité. Contrairement à elle, étalon noir, toujours méfiant, celui-ci semblait accepter la présence du garçon. « Il s'appelle comment ?» demanda Lucas en tendant prudemment la main vers le cheval. Élise observa la scène, immobile. Puis, dans un geste qui surprit Lucas autant qu'elle-même, elle porta ses doigts à ses lèvres, puis les déplaça dans l'air, dessinant des formes invisibles. « Tu me le dis en langage des signes ?» devina Lucas, ses yeux élargissant. « Je ne comprends pas, mais c'est incroyable que tu essaies de communiquer. » Le soleil était maintenant plus haut dans le ciel, baignant la clairière d'une lumière dorée. Le temps avait passé sans qu'il s'en rende compte. Élise glissa le pendentif dans la poche de sa robe et regarda vers le ciel, évaluant l'heure. « Tu dois rentrer, c'est ça ?» demanda Lucas. « Je comprends. Peut-être que je pourrais revenir demain avec un livre sur le langage des signes, si tu veux. » Élise ne répondit pas, bien sûr, mais quelque chose dans son regard avait changé. Une étincelle nouvelle y brillait, peut-être était-ce de l'espoir, ou simplement la reconnaissance de ne plus être complètement seule avec son secret. La vieille ferme des Beaumont se dressait à la lisière du village, entourée de champs qui ondulaient doucement sous la brise de l'après-midi. Était une bâtisse de pierre, aux volets bleus délavés, avec un toit de tuiles rouges et une glycine centenaire qui escaladait la façade. Derrière la maison S étendait un verger d'abricotiers et, plus loin, une grange rénovée qui servait d'abri aux 6 chevaux d'Élise. Mathilde Beaumont, 68 ans, surveillait la cuisson d'un ragoût depuis la fenêtre de sa cuisine, son regard alternant entre la marmite fumante et le chemin qui menait aux collines. L'inquiétude creusait des sillons sur son visage, buriné par les années et le chagrin. Élise rentrait habituellement avant midi, mais l'horloge indiquait déjà 13 heures. « Où es-tu, ma petite ?»
murmura-t-elle, essuyant ses mains sur son tablier fleuri. Comme en réponse à sa question silencieuse, une silhouette apparut au loin sur le chemin. Élise marchait d'un pas tranquille, ses 6 compagnons équins la suivant comme toujours. Mathilde plissa les yeux, remarquant quelque chose d'inhabituel. Quelqu'un accompagnait sa petite fille, un garçon qu'elle reconnut comme étant le petit-fils de Gérard Moreau, le vieux berger. « Eh bien, voilà qui est nouveau », dit-elle pour elle-même, un mélange de surprise et d'espoir faisant battre son cœur plus vite. Élise n'avait jamais ramené personne à la ferme depuis l'accident. Elle évitait les autres enfants du village, se repliant dans sa bulle de silence où seuls les chevaux semblaient admis. Voir sa petite fille en compagnie d'un autre être humain était si inattendu que Mathilde resta un moment figée, craignant presque que cette vision ne se dissipe si elle bougeait. Les 2 adolescents s'arrêtèrent à l'entrée du verger. Lucas tenait un livre qu'il montrait à Élise, pointant quelque chose sur une page. La jeune fille semblait écouter attentivement, son visage habituellement impassible, animé d'une concentration intense. Puis, à la stupéfaction de sa grand-mère qui observait toujours depuis la fenêtre, Élise leva les mains et commença à former des signes, des gestes précis et délibérés que Lucas imitait maladroitement. Mathilde porta une main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Le langage des signes, bien sûr, pourquoi n'y avait-elle pas pensé elle-même? 3 ans de silence, 3 ans à essayer de percer la carapace dans laquelle sa petite fille, S, était enfermée après la tragédie. Prenant une profonde inspiration pour se composer, Mathilde ouvrit la porte et sortit sur le perron. « Élise, ma chérie, je commençais à m'inquiéter. » Les 2 adolescents se tournèrent vers elle. Le visage d'Élise reprit instantanément son masque habituel, mais Mathilde avait vu, elle, étincelle, cette lueur de vie qui avait été absente depuis si longtemps. « Bonjour, Madame Beaumont », salua poliment Lucas. « Je suis Lucas Moreau. »« Je sais qui tu es, » sourit Mathilde. « Ton grand-père et moi sommes de vieux amis. Il fait le meilleur fromage de chèvre de la région. » Lucas sourit, un peu gêné. Il dit la même chose de votre confiture d'abricot. Un silence s'installa, ni inconfortable, ni tout à fait détendu, juste chargé de questions non posées et d'espoir prudent. « Vous déjeunez avec nous ?» proposa finalement Mathilde, adressant la question à Lucas mais gardant un œil sur sa petite fille. Élise regarda Lucas, puis sa grand-mère. Ses mains se levèrent, formant rapidement quelques signes que ni Mathilde ni Lucas ne purent y comprendre entièrement. « Nous apprenons », expliqua Lucas en montrant le livre qu'il tenait, un manuel de langue des signes. « Je ne suis pas encore très bon. » Mathilde sentit les larmes lui monter aux yeux, mais les retint fermement. « C'est merveilleux », dit-elle simplement. « Vraiment merveilleux. » Pendant le repas, Mathilde observa avec émerveillement sa petite fille tenter de communiquer par gestes avec Lucas. C était maladroit, incomplet, souvent frustrant, mais C était plus qu'elle n'avait vu en 3 ans. À un moment, Élise se leva même pour chercher un carnet et un crayon, griffonnant des mots lorsque les signes ne suffisaient pas. « Oui, comment as-tu eu cette idée ?» demanda Mathilde à Lucas, alors qu'Élise était sortie pour vérifier ses chevaux après le repas. Le garçon hésita, touchant inconsciemment quelque chose sous sa chemise. « Un pendentif », devina Mathilde. « Mon grand-père », répondit-il finalement. Il dit qu'Élise n'a pas perdu sa voix, juste la volonté de l'utiliser. Et que parfois, quand un chemin est bloqué, il faut en trouver un autre. Mathilde hocha la tête, reconnaissant la sagesse de Gérard Moreau. « Ton grand-père a toujours été un homme perspicace. » Il dit aussi que Élise a un don, ajouta Lucas, observant attentivement la réaction de la vieille dame. Un don spécial avec les animaux. Mathilde reposa lentement sa tasse de café, son regard se perdant dans le lointain. Les Beaumont ont toujours eu une affinité particulière avec les chevaux.
dit-elle prudemment. La mère d'Élise, ma fille Marie, pouvait calmer n'importe quelle monture agitée juste en lui parlant doucement. Mais ce que Élise fait est différent, n'est-ce pas? Insista gentiment Lucas. Elle ne leur parle pas. Du moins, pas avec des mots. Mathilde étudia le visage du jeune garçon, y cherchant la moquerie ou l'incrédulité qu'elle avait si souvent vue chez les adultes du village. Mais elle n'y trouva que de la curiosité sincère et quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « Tu l'as vu avec eux ?» dit-elle finalement. Ce « N » n'était pas une question. Lucas acquiesça. Dans la clairière, C était... Je n'ai pas de mots pour le décrire. C était comme si elle devenait une partie d'eux et eux une partie d'elle, compléta Mathilde dans un murmure. Le jeune garçon la regarda avec surprise. « Vous l'avez vu aussi ?»« Une fois seulement, » admit Mathilde. « Je l'ai suivi, peu après l'accident. J'y étais inquiète. » Elle passait tellement de temps dehors, avec ses chevaux qui étaient apparus de nulle part. Elle secoua la tête, comme si le souvenir était encore trop étrange pour être formulé. Après cela, j'ai décidé de respecter son secret. Certaines choses défient l'explication, Lucas, et parfois il vaut mieux les laisser ainsi. Les jours suivants apportèrent un changement subtil, mais indéniable, à Saint-Martin-sur-Loire. Les villageois observaient avec curiosité la silhouette d'Élise traversant la place, toujours suivie par ses 6 chevaux, mais désormais accompagnée par Lucas Moreau. Le garçon portait constamment un livre sous le bras, un manuel de langue des signes qu'il étudiait avec une détermination farouche. « Je ne l'avais jamais vu avec qui que ce soit d'autre que ces bêtes », commentait Madame Rousseau en servant un client dans sa boulangerie. « C'est un miracle que ce garçon ait réussi à l'approcher. Le petit Moreau a toujours été différent, » répondit Monsieur Lefebvre en payant sa baguette quotidienne. « Comme son grand-père, des rêveurs, ces Moreau. Ils voient des choses que les autres ne voient pas. » Ce matin-là, tandis que le village S éveillait, une voiture inconnue, noire et rutilante, se gara devant la mairie. Un homme en costume élégant descendit, son regard scrutant les bâtiments anciens avec une expression calculatrice. Jean-Philippe Dufresne, promoteur immobilier de Lyon, avait des projets pour cette région endormie. À la même heure, Élise et Lucas gravissaient le sentier menant à la clairière, les 6 chevaux les suivant paisiblement. Depuis 2 semaines, ils avaient établi une routine. Chaque matin, ils se retrouvaient à l'orée du village et se rendaient ensemble à ce lieu secret, où Élise se sentait libre d'être elle-même. Lucas avait fait des progrès impressionnants en langue des signes, tout comme Élise. Leur conversation, d'abord rudimentaire, devenait de plus en plus fluide, ponctuée d'éclats de rire silencieux de Élise lorsque Lucas se trompait dans un signe. « Tu apprends vite », signa Lucas, ses doigts formant maintenant les gestes avec une assurance croissante. Élise haussa les épaules modestement, mais un sourire illuminait son visage. Ses mains s'animèrent en réponse. « Toi aussi. Merci de ne pas avoir abandonné. » C était la plus longue phrase qu'elle avait réussi à former jusqu'à présent, et la fierté dans les yeux de Lucas reflétait celle qu'elle ressentait. Ils atteignirent la clairière, baignés ce matin-là d'une lumière particulière, presque magique. Des rayons de soleil traversaient la canopée, créant des jeux d'ombre et de lumière sur la surface miroitante de l'étang. Les chevaux s'éparpillèrent, certains s'abreuvant à l'eau claire, d'autres broutant l'herbe tendre. Élise s'assit sur une pierre plate près de l'eau, sortant de sa poche le pendentif que Lucas lui avait offert. Depuis qu'elle l'avait reçu, elle le portait constamment, le cachant sous ses vêtements lorsqu'elle était au village. Quelque chose dans ce bijou ancien résonnait en elle d'une façon qu'elle ne pouvait expliquer. « Mon grand-père veut te rencontrer », signa Lucas en s'asseyant à côté d'elle. « Il dit qu'il a des choses à te raconter sur ce pendentif. » Élise hésita, ses doigts caressant le métal terni. «
Une rencontre avec le vieux Gérard Moreau signifierait sortir davantage de sa zone de confort, s'exposer au monde extérieur qu'elle avait si soigneusement évité ces dernières années. « Il ne te jugera pas », ajouta Lucas, percevant son inquiétude. « Il comprend des choses que les autres ne comprennent pas. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, un hennissement d'alarme retentit. Elle, étalon noir, que Lucas avait appris à connaître sous le nom de Noctis, avait redressé la tête, ses oreilles pointées vers la forêt. Les autres chevaux réagirent immédiatement, se regroupant instinctivement. Élise se leva d'un bond, son corps tendu comme la corde d'un arc. Lucas la vit fermer les yeux, une expression de concentration intense sur son visage. Il avait été témoin de ce phénomène plusieurs fois maintenant, cette façon qu'elle avait d'entrer en communion avec ses compagnons équins, partageant leur sens, percevant ce qu'ils percevaient. « Quelqu'un approche », signa-t-elle rapidement, après avoir rouvert les yeux. Plusieurs personnes, avec des machines. À peine avait-elle terminé sa phrase que le vrombissement lointain d'un moteur leur parvint. C était un son discordant dans ce sanctuaire naturel, une intrusion du monde moderne dans leur refuge. Sans hésitation, Élise siffla doucement, un des rares sons qu'elle s'autorisait à produire. Les 6 chevaux se rassemblèrent autour d'elle et de Lucas, formant un cercle protecteur. D'un geste fluide, elle bondit sur le dos de Noctis, sans selle ni bride. Elle tendit la main vers Lucas. « Viens », signa-t-elle de son autre main. « Nous devons voir sans être vus. » Lucas hésita une fraction de seconde avant de prendre sa main. Avec une force surprenante pour sa silhouette mince, Élise le hissa derrière elle sur le dos de elle étalon. Les autres chevaux les entourèrent comme une garde rapprochée. Noctis S élança à travers les arbres, se déplaçant avec une grâce silencieuse malgré sa taille imposante. Lucas s'accrocha à la taille de Élise, à la fois terrifié et exalté par cette chevauchée sauvage. Il n'avait jamais monté à cheval auparavant, et certainement pas sans équipement. Mais la présence d'Élise semblait communiquer une confiance à l'animal, qui rendait sa démarche aussi stable que si Lucas avait été dans un fauteuil. Ils s'arrêtèrent sur une crête surplombant le versant sud de la colline. De là, ils pouvaient voir sans être vus. En contrebas, 3 véhicules tout-terrain S étaient arrêtés dans une clairière plus petite. Des hommes en descendaient, dépliant ce qui ressemblait à des instruments de mesure et des cartes. « Qui sont-ils » signa Lucas. Élise secoua la tête, ignorant leur identité, mais son expression S était assombrie. L'un des hommes, visiblement le chef, portait un costume élégant qui contrastait avec la tenue décontractée des autres. Il pointait différentes directions, donnant des instructions que ni Élise ni Lucas ne pouvaient entendre à cette distance. « Ils étudient le terrain », signa Lucas après un moment d'observation. « On dirait qu'ils prévoient de construire quelque chose. » Le visage d'Élise se décomposa, ses mains tremblaient lorsqu'elle forma les signes suivants. « Ici, dans notre forêt ?» Lucas ne savait que répondre. Il observa les hommes planter des piquets, mesurer des distances, prendre des notes. Leur activité avait toutes les caractéristiques d'une étude préliminaire pour un projet de construction. L'homme en costume leva soudain les yeux vers la crête où il se trouvait. Par instinct, Élise fit reculer Noctis dans l'ombre des arbres. Elle, étalon, comprit immédiatement, se déplaçant sans bruit. « Nous devons partir », signa Élise. « Retournons à la clairière. »« Je dois prévenir les autres. »« Les autres » signa Lucas, confus. « Quels autres ?» Mais Élise ne répondit pas. D'un léger mouvement de jambes, elle dirigea Noctis vers leur sanctuaire, les 5 autres chevaux les suivant comme des ombres silencieuses. Le pendentif à son cou semblait étrangement chaud contre sa peau, comme s'il réagissait à son inquiétude grandissante. De retour dans leur clairière,
Élise descendit de Noctis avec une grâce féline et se dirigea immédiatement vers le centre de l'espace. Lucas la suivit, encore troublé par ce qu'ils avaient vu et par la mention énigmatique d'« Élise » concernant les autres. « Qui dois-tu prévenir ?» signa-t-il, mais la jeune fille leva une main pour lui demander de patienter. Elle s'agenouilla près de l'étang, sortit le pendentif de sous sa chemise et le tint au-dessus de l'eau claire. Le soleil se refléta sur le métal ancien, projetant des éclats de lumière dansant à la surface. Puis, à la stupéfaction de Lucas, Élise plongea le pendentif dans l'eau et ferma les yeux. Le silence qui suivit n'était pas ordinaire. Était un silence vivant, vibrant, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Les 6 chevaux formèrent un cercle autour de Élise, leur tête baissée vers l'eau. Lucas sentit un frisson parcourir son échine, non pas de peur, mais d'émerveillement. L'eau de l'étang commença à onduler en cercles concentriques, bien qu'aucune brise ne soufflât. Des rides se formèrent, s'étendant jusqu'aux berges moussues, et puis ils arrivèrent. D'abord, ce fut un renard roux qui émergea de la forêt, son pelage flamboyant dans la lumière filtrée. Puis, 2 blaireaux, suivis d'une famille de lapins. Un cerf majestueux apparut entre les arbres, ses bois formant une couronne naturelle. Des écureuils descendirent des branches et des oiseaux de toutes sortes, mésanges, merles, geais, se posèrent sur les buissons environnants. Lucas resta figé, craignant que le moindre mouvement ne brise cet instant magique. Jamais il n'avait vu autant d'animaux sauvages rassemblés, et certainement pas en présence d'humains. Plus incroyable encore, aucun ne montrait la moindre crainte. Élise ouvrit les yeux et retira le pendentif de l'eau. Ses mains commencèrent à former des signes, mais ce « N » n'était pas le langage qu'elle utilisait avec Lucas. C étaient des mouvements fluides, presque dansants, accompagnés d'expressions faciales subtiles et de légers sons émis du fond de sa gorge, un langage uniquement compréhensible par les créatures qui l'entouraient. Le cerf s'avança, s'agenouillant presque devant Élise. La jeune fille posa une main sur son front, entre ses bois. Une communication silencieuse s'établit, aussi évidente pour Lucas que s'il avait entendu des mots prononcés à voix haute. Après plusieurs minutes de cet échange mystérieux, les animaux commencèrent à se disperser, retournant dans les profondeurs de la forêt aussi discrètement qu'ils étaient venus. Seul le renard roux resta, s'asseyant à côté d'Élise comme un gardien vigilant. Lorsque le dernier oiseau se fut envolé, Élise se tourna vers Lucas, son visage empreint d'une gravité nouvelle. « Tu as vu ?» signa-t-elle. « Ce « N » n'était pas une question. » Lucas hocha la tête, encore abasourdi. C était incroyable. « Comment ?»« Le pendentif, » répondit-elle, ses mains formant rapidement les signes. « Il m'aide à les appeler tous en même temps. Normalement, je ne peux parler qu'à quelques-uns à la fois. »« Parler ?» signa Lucas, les yeux écarquillés. « Tu peux vraiment parler avec eux ?» Élise hésita, cherchant les signes adéquats pour expliquer quelque chose d'aussi complexe. « Avec des mots, » finit-elle par répondre, « avec des images, des sentiments, des intentions. C'est comme partager une partie de mon esprit avec le leur. » Elle désigna le renard qui n'avait pas bougé. « Voici Rusé. Il était là le jour de l'accident, comme les chevaux. » Lucas observa l'animal, remarquant pour la première fois la cicatrice qui barrait son flanc. « Il a été blessé aussi ?» Élise acquiesça tristement. « Nous nous sommes sauvés mutuellement, d'une certaine façon. » Elle prit une profonde inspiration avant de continuer à signer. « Les hommes que nous avons vus, ils veulent détruire la forêt ?» « Je ne sais pas exactement, » répondit Lucas, « mais ça ressemblait à des préparatifs pour une construction. Je devrais en parler à mon grand-père. Il connaît tout le monde dans la région. » À la mention du vieil homme, le renard dressa les oreilles et s'approcha de Lucas, le reniflant avec curiosité. « Il te fait confiance », signa Élise avec un petit sourire.
Les animaux sentent les bonnes personnes. Lucas tendit prudemment la main, permettant au renard de la renifler. « Est-ce que tu peux faire ça depuis toujours? Parler aux animaux ?» Élise secoua la tête, son visage s'assombrissant. « Seulement depuis l'accident ?» Ses mains tremblèrent légèrement en formant les signes suivants. « Je me souviens de la chute, de la douleur, puis de l'obscurité. Et quand je me suis réveillé, tout avait changé. Je les entendais, tous, leurs pensées, leurs émotions, leurs peurs. C'était écrasant. » Lucas comprit soudain pourquoi elle avait cessé de parler. Comment articuler des mots humains quand on est submergé par le langage de la nature entière? « C'est pour ça que tu ne parles plus ?» demanda-t-il doucement. Élise hésita, puis acquiesça lentement. Les mots semblaient inadéquats, insuffisants, et une partie de moi est restée dans cette voiture, avec mes parents. Un silence respectueux suivit cette confession, le premier véritable aperçu qu'Élise lui donnait de son monde intérieur. « Nous devrions aller voir ton grand-père », signa-t-elle finalement, glissant le pendentif sous sa chemise. S'il sait quelque chose sur ce bijou, peut-être saura-t-il aussi comment protéger la forêt. Le chemin jusqu'à la bergerie des Moreau était plus long que leur trajet habituel. Ils descendirent la colline du côté opposé au village, traversant des prairies où paissaient les chèvres dont Gérard Moreau tirait son fameux fromage. Les 6 chevaux les suivaient toujours, mais le renard roux S était éclipsé à la lisière de la forêt, comme s'il préférait rester à l'abri des regards humains. La bergerie était une construction simple mais charmante, avec des murs de pierre et un toit en ardoise. Des plantes grimpantes encadraient la porte d'entrée et un petit potager S étendait sur le côté, débordant de légumes et d'herbes aromatiques. Une odeur de thym et de romarin flottait dans l'air, mêlée au parfum plus fort du fromage en affinage. Gérard Moreau était assis devant sa porte, taillant un morceau de bois avec un couteau usé par les années. Malgré ses 70 ans passés, ses mains restaient fermes et précises. Il leva les yeux à leur approche, un sourire creusant des sillons dans son visage, tanné par le soleil et les intempéries. « Je me demandais quand vous viendriez me voir, dit-il, comme s'il les attendait depuis toujours. Son regard se posa sur Élise avec une douceur particulière. « Bonjour, petite Beaumont. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces yeux-là de près. » Gérard Moreau se leva lentement, posant son ouvrage de sculpture et son couteau sur la chaise qu'il venait de quitter. Il était grand et mince, avec une barbe blanche soigneusement taillée et des yeux d'un vert saisissant, les mêmes que ceux de Lucas. Il portait une chemise de lin usée et un pantalon de toile, des vêtements simples qui semblaient faire partie de lui, comme l'écorce fait partie de l'arbre. « Tes chevaux peuvent s'abreuver au ruisseau derrière la maison, » dit-il à Élise, désignant un chemin bordé de lavande. L'eau y est toujours fraîche, même en plein été. Élise hocha la tête en remerciement, puis fit un léger mouvement de la main. Les 6 chevaux se dirigèrent calmement vers l'endroit indiqué, comme s'ils comprenaient parfaitement les paroles du vieil homme. « Grand-père, » commença Lucas, « nous avons vu des hommes dans la forêt. Ils mesuraient le terrain et... »« Je sais, » l'interrompit doucement Gérard. « Jean-Philippe Dufresne, de Lyon. Il est passé me voir ce matin, pensant que je serais facile à convaincre. Un vieil homme isolé, sûrement avide d'argent. » Il eut un petit rire sec. « Il a proposé de m'acheter mes terres pour un complexe éco-touristique, a-t-il dit. »« Un complexe touristique ?» signa Élise, ses gestes rapides traduisant son inquiétude. « Dans notre forêt ?» Gérard observa attentivement ses mains, suivant chaque signe avec une aisance surprenante. « Tu connais la langue des signes ?» constata Lucas, étonné. « J'ai eu une sœur sourde, » expliqua simplement son grand-père avant de se tourner vers Élise. « Oui, un complexe touristique, des chalets, un restaurant, des activités de plein air, tout ce qu'il faut pour attirer les citadins en mal de nature, sauf que la nature, la vraie, n'y survivrait pas. » Il fit un geste les invitant à entrer. L'intérieur de la bergerie était aussi modeste que l'extérieur, mais d'une propreté impeccable.
Des herbes séchées pendaient en bouquets du plafond, parfumant l'air. Une grande table en bois occupait le centre de la pièce principale, entourée de chaises dépareillées, mais soigneusement entretenues. « Asseyez-vous », dit Gérard en se dirigeant vers une vieille armoire. « Nous avons des choses importantes à discuter. » Il en sortit une boîte en bois sculpté qu'il posa délicatement sur la table. Le bois, patiné par les années, était gravé de symboles similaires à ceux du pendentif d'Élise. « Je vois que tu le portes, » dit-il en désignant la légère bosse sous la chemise de la jeune fille. « Et qu'il t'a déjà parlé. » Élise échangea un regard incertain avec Lucas avant de sortir le pendentif, le tenant dans sa paume ouverte. « Comment savez-vous que, signa-t-elle, laissant sa question en suspens. « Que tu peux communiquer avec les animaux ?» compléta Gérard avec un sourire bienveillant. « Il y a toujours eu des gens comme toi, Élise, rares, mais présents dans chaque génération. Des gens qui entendent ce que la plupart d'entre nous ont oublié comment l'écouter. » Il ouvrit la boîte, révélant un livre ancien aux pages jaunies et à la couverture de cuir craquelé. « Ma grand-mère était l'une d'entre eux, » continua-t-il en caressant doucement la couverture. « Elle vivait à une époque où de tels dons étaient à la fois révérés et craints. Elle a consigné ses expériences dans ce journal, ainsi que les histoires d'autres personnes comme elle qu'elle a rencontrées au cours de sa vie. » Avec précaution, il ouvrit le livre. Les pages étaient couvertes d'une écriture fine et élégante, accompagnée de dessins d'animaux, de plantes et de symboles complexes. Certains rappelaient ceux gravés sur le pendentif. « Le pendentif appartenait à ma grand-mère », expliqua Gérard. « Il a été forgé par un homme qui comprenait la nature des liens entre les mondes, celui des humains et celui des animaux. L'argent provient d'une source spéciale, une mine aujourd'hui épuisée dans les montagnes, au nord. On dit que ce métal possède des propriétés uniques, qu'il peut amplifier les connexions naturelles. » Élise écoutait, fascinée, ses doigts caressant inconsciemment le pendentif. « Après l'accident, » continua Gérard, son regard s'adoucissant, « quand tu as commencé à emmener ces chevaux chaque matin, j'ai su que tu avais reçu le don. Parfois, il se manifeste après un traumatisme profond, comme si l'âme, brisée d'une certaine façon, devenait plus perméable aux autres formes de vie. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ?» signa Élise, une pointe de reproche dans ses gestes. « Parce que certaines vérités doivent être découvertes, pas imposées, » répondit Gérard. « Et parce que je devais être sûr, le don peut prendre différentes formes. Je devais voir comment il se manifestait chez toi avant de t'offrir le pendentif. » Il tourna quelques pages du livre, s'arrêtant sur une illustration représentant une jeune femme entourée d'animaux, un pendentif similaire à celui de Élise autour du cou. « Ma grand-mère pouvait percevoir les émotions des animaux, mais pas communiquer avec eux comme tu le fais. Chaque porteur du don est unique. » Lucas, qui avait écouté en silence, prit enfin la parole. « Grand-père, ce promoteur, Dufresne, s'il construit dans la forêt, qu'arrivera-t-il aux animaux ?» Gérard soupira, son visage s'assombrissant. « Ils seront déplacés, chassés de leur territoire. Beaucoup ne survivront pas au changement. Et la connexion qu'Élise a établie avec eux sera perturbée, peut-être même brisée. » Élise pâlit, ses mains se crispant sur le pendentif. La simple idée de perdre ce lien, cette part d'elle-même qu'elle avait découverte après tant de souffrances, lui était insupportable. « Il doit y avoir un moyen de l'arrêter », signa-t-elle avec véhémence. « Dufresne a déjà approché plusieurs propriétaires terriens », expliqua Gérard. « Il a besoin d'un certain nombre d'accords pour que son projet soit viable. J'ai refusé de vendre, bien sûr, mais je ne suis qu'un homme parmi d'autres. »« Qui d'autre a-t-il contacté ?» demanda Lucas. « Le maire, évidemment. Quelques fermiers dont les terres bordent la forêt. Et... » Il hésita, regardant Élise avec compassion. « Ta grand-mère, Élise. » La ferme des Beaumont occupe une position stratégique pour son projet.
Élise se leva brusquement, son visage reflétant une détresse profonde. Elle signa si rapidement que Lucas eut du mal à suivre. « Grand-mère ne vendrait jamais. Elle sait ce que cette terre représente pour moi. Je suis sûr qu'elle refusera », la rassura Gérard. Mais Dufresne est persuasif et il dispose de ressources considérables. Il fait miroiter des emplois, de la prospérité pour le village, des arguments qui pèsent lourd pour une communauté qui se dépeuple progressivement. Un hennissement puissant retentit à l'extérieur, suivi d'un second. Élise tourna vivement la tête vers la fenêtre, comme si elle écoutait un message que seule elle pouvait entendre. « Que se passe-t-il » demanda Lucas, alarmé par son expression soudain tendue. « Des étrangers » signa-t-elle rapidement. « Auprès des chevaux, ils prennent des photos. » Sans attendre de réponse, elle se précipita vers la porte, Lucas sur ses talons. Dehors, deux hommes en costume se tenaient à quelques mètres des chevaux, l'un d'eux pointant un appareil photo professionnel vers les animaux. Elle et talons noirs, Noctis, piaffait nerveusement, ses oreilles plaquées en arrière en signe d'avertissement. Élise se précipita vers ses chevaux, son corps tendu comme un arc. Les deux hommes en costume se tournèrent à son approche, le photographe baissant légèrement son appareil. L'autre homme, que Élise reconnut immédiatement comme celui qui dirigeait elle équipe dans la forêt, sourit avec une amabilité calculée. « Ah, voilà donc leur propriétaire, dit-il d'une voix mielleuse. Des animaux magnifiques. Vraiment exceptionnels. » Lucas et Gérard rejoignirent Élise, le vieil homme s'avançant légèrement pour se placer entre les intrus et la jeune fille. Jean-Philippe Dufresne salua froidement Gérard. « Je croyais avoir été clair ce matin. Ma propriété n'est pas à vendre. »« Monsieur Moreau, » répondit le promoteur sans se départir de son sourire, « je ne suis pas venu pour insister. Simplement pour admirer ces splendides créatures. » Il se tourna vers Élise. « Mademoiselle Beaumont, je présume, j'ai justement rendez-vous avec votre grand-mère dans 1 heure, une femme charmante au téléphone. » Élise sentit son sang se glacer. Sa grand-mère avait accepté de rencontrer cet homme, le pendentif contre sa poitrine semblait pulser d'une chaleur inquiète, répondant à son émotion. « Ces chevaux semblent vous suivre sans aucune contrainte, » continua Dufresne, son regard évaluateur passant de Élise aux animaux. Un dressage remarquable. Il ferait sensation dans le centre équestre que je prévois d'inclure dans mon complexe. L'idée même que ses compagnons puissent être réduits à de simples attractions touristiques révolta Élise. Elle sentit la colère de Noctis résonner avec la sienne, elle, étalon piaffant et secouant sa crinière. Lucas s'approcha d'elle, posant une main apaisante sur son bras. « Il est temps de rentrer », dit-il doucement avant de se tourner vers le promoteur. « Ces chevaux ne sont pas à vendre, monsieur Dufresne, et ils ne sont pas dressés. Ils sont libres. »« Tout peut s'acheter, jeune homme, » répliqua Dufresne, son sourire s'effaçant légèrement. « Et c'est simplement une question de prix. » Gérard fit un pas en avant, son regard soudain aussi tranchant que son couteau de sculpture. « Pas tout, monsieur Dufresne. Maintenant, je vous prierai de quitter ma propriété. » Une tension palpable s'installa, que même le photographe sembla ressentir, rangeant nerveusement son appareil. Dufresne ajusta sa cravate, son assurance à peine entamée. « Bien sûr, nous partons. » « Au plaisir de vous revoir, mademoiselle Beaumont, peut-être lors de ma rencontre avec votre grand-mère. » Sans attendre de réponse, il fit signe à son assistant de le suivre vers la luxueuse voiture noire garée un peu plus loin. Dès qu'ils furent hors de vue, Élise se tourna vers Lucas et Gérard, ses mains formant des signes presque frénétiques. « Je dois rentrer immédiatement. »« Grand-mère ne peut pas vendre la ferme. »« Je viens avec toi, » décida Lucas. Puis, se tournant vers son grand-père, « Peux-tu nous rejoindre plus tard ?»« Comptez sur moi, » affirma Gérard, son regard suivant la voiture qui s'éloignait. Ce Dufresne est plus déterminé que je ne le pensais, et dangereux à sa façon. Élise siffla doucement, appelant ses chevaux qui se regroupèrent autour d'elle.
D'un mouvement fluide, elle monta sur Noctis et tendit la main à Lucas. Cette fois, le garçon n'hésita pas, grimpant derrière elle avec une aisance nouvelle. Le trajet vers la ferme des Beaumont fut rapide, Noctis et les autres chevaux galopant à travers champs pour éviter les routes et raccourcir la distance. L'urgence de la situation transcendait les mots, se transmettant à travers le lien que partageaient Élise et ses compagnons équins. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, la voiture noire de Dufresne était déjà garée devant la maison. Élise sauta à terre avant même que Noctis ne s'arrête complètement, se précipitant vers la porte d'entrée. Dans la cuisine, Mathilde Beaumont était assise face à Jean-Philippe Dufresne, une tasse de café devant chacun d'eux. Des papiers étaient étalés sur la table, des documents officiels, des projections financières et ce qui ressemblait à des contrats préliminaires. « Élise !» s'exclama Mathilde, surprise par l'entrée brusque de sa petite fille. « Tu rentres tôt aujourd'hui. » Dufresne se leva poliment, son regard calculateur détaillant la jeune fille, échevelée par sa course et le garçon qui l'accompagnait. « Nous nous sommes déjà croisés chez Monsieur Moreau, dit-il avec un sourire. Le monde est petit. » Élise ignora complètement le promoteur, se plaçant devant sa grand-mère. Ses mains formèrent des signes rapides, urgents, que Mathilde suivit avec une concentration intense. « Je sais que c'est important pour toi, ma chérie, » répondit doucement Mathilde. « Mais Monsieur Dufresne propose une somme considérable. Assez pour nous permettre de déménager confortablement, peut-être même plus près de la mer, comme tu l'aimais tant, avant l'accident, » compléta Dufresne d'un ton compatissant qui sonnait faux. « Madame Beaumont m'a parlé de votre tragédie. Je suis sincèrement désolé. Mon projet pourrait représenter un nouveau départ pour vous deux. » Élise secoua vigoureusement la tête, ses yeux s'emplissant de larmes. Comment expliquer à sa grand-mère que déménager signifierait abandonner non seulement la forêt, mais aussi tous les animaux avec lesquels elle avait créé des liens? Comment lui faire comprendre que ces chevaux, ces créatures sauvages, étaient désormais sa famille autant qu'elle? Lucas s'avança, prenant sur lui de traduire les émotions que Élise peinait à exprimer par signes. Madame Beaumont, ces terres sont plus qu'une propriété pour Élise. Elles sont devenues une part d'elle-même, et ces chevaux, ils ne sont pas ordinaires. Ils l'ont aidée à guérir d'une façon que personne ne pourrait comprendre. Mathilde observa attentivement le jeune garçon, puis sa petite fille, dont les yeux suppliaient silencieusement. Quelque chose dans cette intensité la frappa, lui rappelant sa propre fille, Marie, la mère des Élise, qui avait toujours eu cette même détermination farouche. « Monsieur Dufresne, » dit-elle finalement, se tournant vers le promoteur, « je crois que je dois reconsidérer votre offre. Ma petite fille... » « Réfléchissez bien, Madame Beaumont, » l'interrompit Dufresne, son ton affable, laissant place à quelque chose de plus dur. « Mon projet apportera des emplois, du tourisme, une nouvelle prospérité à ce village mourant. Voulez-vous vraiment être celle qui prive toute une communauté de cette opportunité? Pour quelques hectares de forêt et des animaux sauvages ?» Un bruit soudain à la fenêtre les fit tous sursauter. Un renard roux, rusé, reconnut Élise, avait posé ses pattes sur le rebord et les observait fixement. Ses yeux intelligents semblaient fixer Dufresne avec une intensité presque humaine. Le silence qui suivit l'apparition de Rusé à la fenêtre fut presque surnaturel. Dufresne fixait l'animal avec une répulsion mal dissimulée, tandis que Mathilde Beaumont portait une main à sa bouche, stupéfaite par l'audace du renard. « Une vermine !» commenta sèchement Dufresne, rompant le charme de l'instant. « Voilà encore une raison pour laquelle mon projet serait bénéfique. » Des installations modernes éloigneraient ces nuisibles des habitations. Élise sentit une vague de colère monter en elle, si puissante qu'elle fit un pas vers le promoteur, les poings serrés. Lucas posa une main sur son épaule, un geste à la fois apaisant et protecteur. « Ce n'est pas une vermine !» intervint Mathilde, sa voix soudain plus ferme. « C'est un renard qui vit dans nos bois depuis des années. »
Il n'a jamais causé le moindre problème. Elle se leva, rassemblant les documents éparpillés sur la table et les tendant à Dufresne d'un geste décidé. « Je crois que notre discussion est terminée, monsieur Dufresne. Ma propriété n'est pas à vendre. » Le promoteur ne prit pas immédiatement les papiers, son regard passant du renard à Élise, puis à Mathilde. « Vous faites une erreur, Madame Beaumont, dit-il, sa voix perdant toute prétention de cordialité. Une grave erreur. Cette région a besoin de développement, de modernisation. Vous ne pouvez pas arrêter le progrès pour quelques sentiments nostalgiques et une poignée d'animaux sauvages. Je ne prétends pas arrêter le progrès, répliqua Mathilde. Mais je peux décider de ce qu'il advient de la terre que ma famille cultive depuis 3 générations. Et ma décision est prise. Le visage de Dufresne se durcit, révélant une froideur calculatrice qui avait toujours été là, sous le vernis de politesse. Le conseil municipal se réunit la semaine prochaine pour discuter de mon projet. Plusieurs propriétaires ont déjà accepté mes offres. Si j'obtiens le soutien du maire, ce qui est pratiquement acquis, le plan d'occupation des sols pourrait être modifié. Et alors, Madame Beaumont, votre refus n'aura plus d'importance. Il saisit brusquement ses documents et se dirigea vers la porte, s'arrêtant un instant devant Élise. « Quant à vos chevaux, mademoiselle, dit-il avec un sourire sans chaleur, vous pourriez découvrir qu'il existe des règlements sur la garde d'animaux sauvages sans permis approprié. Ce serait regrettable qu'ils soient confisqués. » La menace à peine voilée flotta dans l'air alors qu'il quittait la maison. Par la fenêtre, ils le virent s'arrêter devant sa voiture, sortir son téléphone et passer un appel, son langage corporel trahissant sa colère contenue. « Élise, ma chérie », murmura Mathilde, attirant sa petite fille dans une étreinte protectrice. « Je suis désolée. J'ai failli faire une terrible erreur. J'ai pensé que peut-être un nouveau départ nous ferait du bien à toutes les deux. » Élise se blottit contre sa grand-mère, tremblante non pas de peur, mais d'une émotion plus complexe, soulagement, gratitude et une détermination nouvelle. Quand elle s'écarta, ses mains formèrent des signes que Lucas traduisit doucement. Elle dit qu'elle comprend pourquoi vous avez envisagé l'offre, mais que son cœur appartient à cette terre, maintenant. Et pas seulement le sien. Mathilde essuya une larme qui perlait au coin de son œil. Je commence à comprendre, ma petite. Ces chevaux, ce renard. Il y a quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Quelque chose que je n'ai pas su voir. Avant qu'Élise ne puisse répondre, un coup frappé à la porte les fit sursauter. Lucas ouvrit prudemment, craignant le retour de Dufresne, mais était Gérard Moreau qui se tenait sur le seuil, le visage grave. « J'ai croisé notre promoteur sur le chemin, » dit-il en entrant. Il n'avait pas l'air content. Il a menacé de faire confisquer les chevaux d'Élise, expliqua Lucas, indigné, et de faire changer le plan d'occupation des sols pour forcer la vente des terrains. Gérard hocha la tête, pas vraiment surpris. J'ai fait quelques appels après votre départ. Ce Dufresne a une réputation particulière. Il obtient généralement ce qu'il veut par des moyens pas toujours très propres. Il sortit de sa poche un téléphone ancien et le posa sur la table. Mais nous avons des problèmes plus urgents. La météo nationale vient de émettre une alerte orange pour notre région. Des orages violents sont prévus ce soir, avec des risques d'inondation. Mathilde fronça les sourcils. Ce n'est pas inhabituel en cette saison. Les pluies de juin peuvent être capricieuses. Pas comme celle-ci, répondit Gérard, son visage s'assombrissant davantage. Il prévoit plus de 100 mm en quelques heures. La rivière qui traverse le village va déborder, c'est certain. Et avec les travaux récents sur la route départementale qui ont modifié le drainage naturel, il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Tous savaient que le lit de la rivière passait en contrebas du village, dans une vallée étroite où les enfants aimaient jouer pendant les beaux jours. Élise échangea un regard avec Lucas, puis ses mains formèrent des signes rapides. « Les animaux », traduisit le garçon. Elle dit que les animaux de la forêt sont agités depuis ce matin. Ils sentaient l'orage venir.
Mathilde observa sa petite fille avec un mélange de confusion et de émerveillement. « Tu sais ce que ressentent les animaux ?» Élise hésita, puis acquiesça lentement. Elle sortit le pendentif de sous sa chemise, le montrant à sa grand-mère pour la première fois. « C'est un don rare, » expliqua doucement Gérard. « Ma grand-mère l'avait aussi, à sa façon. » Le pendentif appartenait à ma famille depuis des générations, attendant quelqu'un comme Élise. Mathilde tendit une main hésitante, effleurant le bijou ancien sans le toucher. « C'est pour ça que tu ne parles plus? Parce que tu communiques autrement ?» Élise acquiesça à nouveau, ses yeux se remplissant de larmes. Pendant 3 ans, elle avait craint que sa grand-mère ne comprenne jamais, ne la croie jamais si elle essayait d'expliquer ce qui lui était arrivé après l'accident. « Oh, ma petite !» murmura Mathilde, l'attirant à nouveau contre elle. « Si seulement j'avais su !» Un hennissement puissant les interrompit. Par la fenêtre, ils virent Noctis, elle et Talon Noir, piaffant nerveusement dans la cour. Les autres chevaux, étaient regroupés, leur comportement trahissant une agitation croissante. Le ciel, qui avait été clair toute la journée, s'assombrissait rapidement à l'ouest. Des nuages d'un gris métallique s'amoncelaient au-dessus des collines, avançant vers le village avec une rapidité inquiétante. « Ça arrive plus vite que prévu », constata Gérard, observant le ciel. « Nous devrions prévenir le village. » Élise était approchée de la fenêtre, son regard fixé non pas sur le ciel menaçant, mais sur le sentier qui menait à la forêt. Rusé, le renard se tenait là, comme s'il attendait quelque chose. Et Hélène n'était pas seule. D'autres animaux émergeaient des bois, des cerfs, des blaireaux, des familles entières de lapins. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Lucas, rejoignant Élise. « Pourquoi viennent-ils ici ?» Les mains d'Élise formèrent des signes lents, délibérés, que Lucas traduisit avec une gravité croissante. Il fuit. L'eau monte déjà dans la partie basse de la forêt, et il s'interrompit, regardant Élise avec inquiétude. Et elle dit que des enfants jouent encore près de la rivière. Ils ne savent pas que le danger arrive. Un éclair déchira le ciel, immédiatement suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. En quelques minutes, l'obscurité était abattue sur Saint-Martin-sur-Loire, comme si le soir était tombé prématurément. Les premières gouttes de pluie, lourdes et menaçantes, commençaient à frapper les vitres de la ferme des Beaumont. « Des enfants près de la rivière ?» répéta Mathilde, le visage soudain blême. « Tu en es certaine, Élise ?» La jeune fille acquiesça vigoureusement, ses mains formant des signes que Lucas traduisit. 5 enfants. Dans la vallée des Saules, près du vieux pont de pierre, l'eau monte très vite. « Comment peux-tu le savoir ?» demanda Mathilde, encore stupéfaite par les révélations de ces dernières minutes. Ce fut Gérard qui répondit, son regard passant de Élise au groupe d'animaux qui étaient rassemblés devant la ferme. Les animaux le lui ont dit. Ils voient, ils savent, et maintenant Élise voit et sait à travers eux. Un nouveau coup de tonnerre ébranla la maison, plus proche cette fois. La pluie s'intensifiait, battant contre les vitres avec une violence croissante. « Il faut prévenir le village », déclara Mathilde, se dirigeant vers le téléphone. « Les parents doivent être alertés. » Mais Élise secouait déjà la tête, ses mains formant des signes frénétiques que Lucas peinait à suivre. « Elle dit qu'il n'y a pas assez de temps », traduisit-il. « La route qui mène à la vallée sera inondée avant que quiconque puisse l'atteindre en voiture. Et les enfants ne savent pas qu'ils doivent partir. Ils se sont réfugiés sous le pont pour s'abriter de la pluie. » Comme pour confirmer ses paroles, le téléphone de Gérard vibra. C était un message du maire. Route départementale D14, déjà coupée par les eaux. Service d'urgence mobilisé mais accès difficile à certaines zones. Élise n'attendit pas davantage. D'un mouvement décidé, elle se dirigea vers la porte, attrapant au passage une veste cirée accrochée près de l'entrée. « Élise !» s'écria Mathilde. « Où vas-tu? C'est trop dangereux. »
Mais la jeune fille était déjà dehors, la pluie trempant instantanément ses vêtements. Les 6 chevaux s'approchèrent d'elle comme s'ils avaient anticipé sa décision. Noctis, l'étalon noir, vint se placer à ses côtés, s'agenouillant légèrement pour faciliter son ascension. Lucas rejoignit Élise sous la pluie battante. « Je viens avec toi », déclara-t-il, son ton n'admettant aucune discussion. Élise le regarda un instant, puis acquiesça. Elle signa rapidement. Les autres chevaux peuvent porter les enfants. Ils sont assez forts. Gérard et Mathilde les avaient suivis dehors, se tenant sous le porche pour s'abriter de la pluie torrentielle. « C'est de la folie !» cria Mathilde par-dessus le bruit de l'orage. « Vous ne pouvez pas y aller seul. »« Ils ne seront pas seuls, » répondit Gérard, désignant les animaux qui continuaient d'arriver depuis la forêt. Rusé, le renard, s'était positionné comme un éclaireur, prêt à guider le groupe. Les cerfs, avec leur agilité naturelle, semblaient également prêts à accompagner cette étrange expédition. Élise sortit le pendentif de sous sa chemise trempée. Le métal ancien semblait presque lumineux malgré l'obscurité environnante, comme s'il captait et reflétait une lumière invisible. Elle ferma les yeux un instant, serrant le bijou dans sa paume. Quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé. Son regard avait une intensité nouvelle, une détermination presque surnaturelle. Elle monta sur Noctis d'un mouvement fluide, puis tendit la main à Lucas, l'aidant à se hisser derrière elle. « Prévenez le village », lança Lucas à Gérard et Mathilde. « Dites-leur que nous ramenons les enfants par le chemin haut, celui qui passe par la crête. C'est le seul qui restera praticable. » Sans attendre de réponse, Élise donna le signal du départ. Noctis s'élança dans la tempête, suivi par les 5 autres chevaux et une procession improbable d'animaux sauvages. Rusé courait en tête, ses pattes agiles trouvant le chemin le plus sûr, malgré la pluie qui transformait le sol en boue glissante. Mathilde resta figée sous le porche, regardant sa petite fille disparaître dans le rideau de pluie. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, « protégez-les !» Gérard posa une main rassurante sur son épaule. « Day, si quelqu'un peut les sauver, c'est Élise. Maintenant, allons prévenir le village. Ils auront besoin d'aide quand ils reviendront avec les enfants. » La descente vers la vallée des Saules fut périlleuse. Le chemin habituellement paisible était transformé en torrent boueux. Noctis avançait avec une assurance impressionnante, ses sabots trouvant miraculeusement des appuis stables là où tout semblait instable. Lucas s'accrochait à la taille d'Élise, clignant des yeux pour tenter de voir à travers le rideau de pluie. « Tu es sûr qu'ils sont encore là ?» cria-t-il. Élise hocha la tête sans se retourner. Elle n'avait pas besoin de signes pour communiquer. Lucas comprenait maintenant qu'elle était concentrée en communion constante avec les animaux qui les entouraient. À travers leurs yeux, leurs sens, elle voyait ce que lui ne pouvait percevoir. Ils atteignirent finalement la vallée, et la scène qui s'offrit à eux confirma leur pire crainte. La rivière, habituellement paisible, s'était transformée en torrent rugissant qui avait déjà envahi une partie de la vallée. Le vieux pont de pierre, normalement plusieurs mètres au-dessus de l'eau, voyait ses arches inférieures déjà submergées. Et là, piégés sur une petite élévation devenue île précaire, 5 enfants, 3 garçons et 2 filles, se serraient les uns contre les autres, terrifiés. L'eau montait autour d'eux, grignotant inexorablement leur refuge temporaire. « Là !» cria Lucas, pointant vers eux. Un des enfants les aperçut et agita frénétiquement les bras. « À l'aide !» cria-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le rugissement de l'eau et les grondements du tonnerre. Élise évalua rapidement la situation. La distance entre la berge où il se trouvait et l'îlot était trop grande pour être franchie à pied, et le courant trop fort pour être traversé sans danger. Même les chevaux risquaient d'être emportés s'ils tentaient de traverser directement. C'est alors qu'elle remarqua un grand arbre déraciné, coincé entre quelques rochers en amont. Si on pouvait le déloger, il pourrait former un pont improvisé jusqu'à l'îlot.
Sans hésitation, Élise dirigea Noctis vers l'arbre. Lucas comprit immédiatement son intention. « Tu veux utiliser l'arbre comme pont? Mais comment le déplacer ?» Pour toute réponse, Élise émit un son étrange, un mélange de sifflements et de grondements qui ne semblait pas humain. À l'orée de la forêt, les cerfs qui les avaient suivis s'avancèrent. Leurs bois majestueux s'enchevêtrèrent dans les branches de l'arbre tombé, et sous la direction silencieuse d'Élise, ils commencèrent à pousser de concert. Le spectacle était surréaliste. Une jeune fille dirigeant une escouade de cerfs sauvages dans une opération de sauvetage au milieu d'une tempête. L'arbre bougea, d'abord imperceptiblement, puis de plus en plus, jusqu'à se libérer des rochers qui le retenaient. Le courant le saisit immédiatement, mais les cerfs, guidés par la volonté d'Élise, continuèrent de le pousser, le dirigeant vers l'îlot où les enfants attendaient, l'eau atteignant maintenant leurs genoux. « Ça marche !» s'exclama Lucas, incrédule et émerveillé. L'arbre finit par s'immobiliser, créant un pont précaire mais praticable entre la berge et l'îlot. Élise fit signe aux enfants de ne pas bouger encore, puis se tourna vers les 5 autres chevaux. D'un geste, elle les aligna le long de l'arbre-pont, créant une barrière de sécurité vivante. « Incroyable !» murmura Lucas. « Tu as créé un chemin protégé. » Élise descendit de Noctis et s'avança prudemment sur l'arbre, s'agrippant aux branches encore attachées. Elle atteignit les enfants, dont le plus jeune ne devait pas avoir plus de 6 ans. Avec des gestes rassurants, elle leur fit comprendre qu'ils allaient les évacuer un par un. Le premier enfant, une petite fille aux tresses trempées, s'avança timidement. Élise la guida le long de l'arbre, où Lucas l'attendait pour l'aider à monter sur un des chevaux. Un à un, les enfants furent évacués, chacun placé sur le dos d'un cheval patient. Le dernier, un garçon d'une dizaine d'années, était à mi-chemin sur l'arbre quand un craquement sinistre retentit. L'arbre commençait à céder sous la pression du courant qui ne cessait de monter. Élise, encore sur le îlot qui se réduisait comme peau de chagrin, ne montra aucune panique. Elle siffla, un son aigu qui perça même le vacarme de la tempête. Noctis réagit instantanément, s'avançant jusqu'au bord de l'eau. L'arbre-pont émit un craquement sinistre, des fragments d'écorce se détachant sous la violence du courant. Élise, toujours sur l'îlot qui rétrécissait à vue d'œil, échangea un regard avec Lucas. Pas de peur, pas de panique, juste une détermination tranquille qui semblait dire « j'ai un plan ». Noctis s'avança jusqu'au bord de l'eau, ses sabots s'enfonçant dans la boue. Elle, les talons noirs, hennit puissamment, un son qui dominait même le rugissement de la tempête. Élise ferma les yeux, serrant le pendentif dans sa main. Un lien invisible mais presque palpable s'établit entre elle et son fidèle compagnon. Puis, dans un mouvement qui stupéfia Lucas et les enfants déjà évacués, Noctis se cabra et plongea délibérément dans les eaux tumultueuses. Avec une puissance phénoménale, il nagea contre le courant, guidé par une volonté qui dépassait l'instinct animal, la volonté partagée d'Élise. L'arbre céda complètement au moment même où Noctis atteignait le îlot. Sans hésitation, Élise bondit sur son dos. Elle et Talon fit volte-face et se lança dans le courant, luttant contre la force de l'eau avec une détermination surhumaine. « Accroche-toi !» cria Lucas, tendant la main vers Élise alors que Noctis approchait de la berge. Elle et Talon donna un dernier effort puissant, ses sabots trouvant enfin un appui solide. Ils s'extirpa de l'eau. Élise, trempée mais indemne sur son dos, au moment précis où l'îlot disparaissait complètement sous les eaux déchaînées. « Il faut partir maintenant », lança Lucas, montrant le niveau de l'eau qui continuait de monter inexorablement. Élise acquiesça. D'un geste, elle rassembla son étrange caravane, les 5 chevaux portant chacun un enfant terrorisé, mais sauf les cerfs qui avaient aidé à déplacer l'arbre. Rusé le renard qui était maintenu à l'écart pendant l'opération, mais n'avait pas quitté les lieux. Ensemble, ils entamèrent l'ascension du chemin de la crête, la seule voie encore praticable pour rejoindre le village.
La pluie continuait de tomber, mais semblait perdre en intensité à mesure qu'ils s'éloignaient de la vallée inondée. Les enfants, d'abord terrifiés par leur situation et par cette étrange procession d'animaux obéissant à une jeune fille muette, commençaient à réaliser la nature extraordinaire de leur sauvetage. « Comment tu fais ça ?» demanda timidement une des petites filles à Élise, désignant les animaux qui les entouraient. « Ils t'écoutent, comme si tu leur parlais. » Élise sourit simplement, incapable d'expliquer avec des signes que la fillette ne comprendrait pas. « C'est son secret, » répondit Lucas. « Elle parle avec son cœur, pas avec sa voix. » La crête offrait une vue saisissante sur la vallée qu'ils venaient de quitter. L'eau avait complètement submergé les berges de la rivière, transformant la zone en un lac tumultueux. Le vieux pont de pierre avait presque entièrement disparu sous les flots. « On ne serait jamais sorti de là sans vous », murmura le plus âgé des garçons, ses yeux écarquillés devant l'ampleur de la catastrophe qu'ils avaient évitée. Au loin, les lumières du village scintillaient dans l'obscurité. Des faisceaux de lampes torches se déplaçaient sur la route principale, les villageois organisés en équipe de recherche, comprit Lucas. Quand ils émergèrent finalement des bois, à la lisière du village, une scène étonnante les attendait. Presque tous les habitants de Saint-Martin-sur-Loire étaient rassemblés, formant une haie d'honneur improvisée. À leur tête se tenaient Mathilde Beaumont et Gérard Moreau, leurs visages reflétant un mélange de soulagement et de fierté à la vue du cortège improbable qui s'avançait. « Les enfants !» s'écrièrent plusieurs voix. Des parents se précipitèrent, larmes aux yeux, pour récupérer leurs enfants que les chevaux portaient toujours avec une dignité tranquille. Élise descendit de Noctis, soudain consciente des dizaines de regards fixés sur elle. Le silence tomba progressivement sur la foule, chacun prenant la mesure du spectacle extraordinaire qui s'offrait à eux. Cette jeune fille silencieuse, entourée d'animaux sauvages qui semblaient la protéger et lui obéir. Le maire, Monsieur Lefebvre, s'avança, visiblement ému. « Élise Beaumont, dit-il d'une voix tremblante, tu as sauvé ces enfants alors que personne d'autre ne pouvait les atteindre. Comment pouvons-nous te remercier ?» Élise regarda autour d'elle, observant les visages des villageois qu'il avait si longtemps considérés comme étranges, inquiétantes, différentes. Puis, ses mains commencèrent à former des signes, lentement, délibérément. Lucas traduisit, sa voix portant dans le silence respectueux. Elle dit que ces terres, ces forêts sont précieuses, pas seulement pour elle, mais pour tous les êtres vivants qui y habitent. Les animaux n'ont pas d'autre foyer. Si nous détruisons leur habitat pour construire, où iront-ils? Le maire fronça les sourcils, comprenant soudain l'allusion. « Tu parles du projet de Monsieur Dufresne ?» Élise acquiesça, puis continua à signer. « Ces animaux m'ont sauvé après l'accident qui a pris mes parents, » traduisit Lucas. « Aujourd'hui, ensemble, nous avons sauvé vos enfants. Nous sommes tous connectés, humains et animaux. Quand nous protégeons la nature, elle nous protège en retour. » Un murmure parcourut la foule. Le docteur Lambert, qui avait aidé à organiser les secours, s'avança à son tour. « J'ai toujours su que cet enfant avait quelque chose de spécial, » déclara-t-il. Ce que nous venons de voir ce soir défie l'explication scientifique, mais pas la compréhension humaine. C'est un don, et nous avons été témoins de sa beauté. Le projet de développement, intervint alors Madame Rousseau, la boulangère, détruirait précisément les terres qui ont permis ce sauvetage ce soir. Est-ce vraiment ce que nous voulons pour notre village ? Des voix élevèrent, d'abord hésitantes, puis de plus en plus assurées, exprimant leur opposition au projet qui menaçait leur environnement. Le maire, sentant le vent tourner, hocha gravement la tête. « Le conseil municipal se réunira demain », annonça-t-il. « Et je pense pouvoir dire que la proposition de M. Dufresne sera reconsidérée à la lumière des événements de ce soir. » Une silhouette se détacha alors de la foule. Jean-Philippe Dufresne lui-même, son costume élégant, trempé et souillé de boue. Il avait visiblement tenté de rejoindre le village malgré les routes inondées. « C'est de la folie »,
cracha-t-il, regardant avec incrédulité Élise et sa procession d'animaux. Vous allez rejeter des millions d'euros d'investissement à cause d'une gamine qui a un tour de dressage impressionnant? Noctis hennit puissamment, faisant sursauter le promoteur. Élise posa une main apaisante sur l'encolure de l'étalon, mais son regard fixé sur Dufresne était aussi ferme que déterminé. « Ce n'est pas un tour », répondit Mathilde Beaumont, s'avançant pour se tenir aux côtés de sa petite fille. « C'est un don. Un don que je n'ai pas su voir pendant 3 ans, mais que je ne laisserai plus jamais être menacé ou exploité. Vous êtes tous fous, marmonna Dufresne, reculant devant l'hostilité palpable de la foule. Ce projet aurait transformé votre village moribond. Notre village n'est pas moribond, rétorqua le maire. Il est vivant, aussi vivant que la forêt et les créatures qui l'habitent. Et ce soir, nous avons tous compris à quel point cette vie est précieuse. Comprenant que la bataille était perdue, Dufresne tourna les talons et éloigna vers sa voiture, jurant entre ses dents qu'il n'avait pas fini d'entendre parler de lui. Mais personne ne lui prêtait plus attention. La foule était rassemblée autour de Élise, non plus avec crainte ou suspicion, mais avec admiration et gratitude. Une semaine plus tard, le soleil brillait à nouveau sur Saint-Martin-sur-Loire. Les eaux étaient retirées, laissant derrière elles des traces de boue et quelques dégâts matériels. Mais aucune vie humaine n'avait été perdue grâce à l'intervention miraculeuse d'Élise. Le conseil municipal avait voté à l'unanimité contre le projet de Dufresne et une pétition circulait déjà pour faire classer la forêt et ses environs en zone naturelle protégée. Chaque matin, Élise continuait de traverser le village avec ses 6 chevaux, mais tout avait changé. Les villageois la saluaient avec respect et affection. Les enfants, en particulier ceux qu'elle avait sauvés, la regardaient avec admiration, certains tentant même d'apprendre quelques signes pour communiquer avec elle. En ce matin particulier, Élise, Lucas et Gérard Moreau se tenaient dans la clairière qui avait été le refuge secret de la jeune fille pendant si longtemps. Mathilde les avait rejoints, découvrant pour la première fois ce lieu magique où sa petite fille avait trouvé la guérison que le monde humain ne pouvait lui offrir. « C'est ici que tout a commencé », signa Élise, ses gestes devenus familiers pour sa grand-mère qui apprenait rapidement la langue des signes. Mathilde observa les 6 chevaux qui broutaient paisiblement, les oiseaux qui chantèrent dans les arbres et le renard roux qui se prélassait au soleil non loin d'eux, sans crainte aucune. « Non, répondit-elle doucement, ça a commencé le jour de l'accident, quand tu as perdu ta voix, mais trouvé un autre moyen de parler, peut-être le plus important de tous. » Élise sourit, touchant le pendentif qui reposait contre sa poitrine. Il ne brillait pas aujourd'hui, mais elle pouvait sentir sa chaleur, comme un battement de cœur synchronisé avec le sien. « Que se passera-t-il maintenant ?» demanda Lucas. « Maintenant que tout le monde connaît ton secret. » Élise regarda autour d'elle, son regard embrassant la forêt, les animaux, ses amis, sa famille retrouvée. Ses mains formèrent des signes lents et délibérés. « La vie continue », traduisit Gérard, mais avec plus de compréhension, plus de connexion. Elle désigna l'étang où elle avait plongé le pendentif pour appeler les animaux cette première fois avec Lucas, puis forma d'autres signes. Certains secrets, traduisit le vieil homme, ne sont pas faits pour être gardés, mais pour être partagés quand le monde est prêt à les entendre. Un hennissement joyeux de Noctis sembla ponctuer ses paroles. L'étalon noir s'approcha d'Élise, frottant affectueusement sa tête contre son épaule. La jeune fille enlaça son cou puissant dans un geste qui résumait tout ce que les mots, prononcés ou signés, ne pourraient jamais pleinement exprimer. Dans le silence de la clairière, baigné de lumière dorée, ils comprirent tous que le véritable miracle n'était pas que Élise puisse parler aux animaux, mais que, à travers cette tragédie qui lui avait pris la voix,
Elle avait trouvé un langage plus profond, plus universel, celui du cœur, de la compassion et de la connexion qui unit tous les êtres vivants.